Alors le mouvement, c'est quoi? Mais le mouvement, c'est le mouvement dans la matière, parce que la matière, elle est en mouvement, je bouge. Et ce que je veux, c'est pouvoir bouger, parce que la vie, c'est le mouvement. Et aussi cette immobilité au centre du mouvement. On n'a pas parlé du fulcrum, qui est fondamental. Donc je sens la matière en mouvement. Mais en fait, comme je te l'ai dit, la pensée aussi, elle est en mouvement. Bienvenue à tous sur Et surtout la santé, votre podcast lyonnais qui décortique des sujets de santé avec des spécialistes, avec des sportifs professionnels et parfois avec des patients aux histoires extraordinaires. Aujourd'hui, nous sommes avec Alain Kassoura, un confrère ostéopathe, connu notamment pour avoir écrit un livre que j'ai vraiment aimé lire, qui s'appelle « L'énergie, l'émotion, la pensée au bout des doigts ». Mais avant de devenir ostéopathe, Alain a d'abord été médecin et a donc dû découvrir tout un monde, comme il le dit lui-même, beaucoup plus riche que l'ensemble des techniques de manipulation qu'il imaginait apprendre en se lançant dans cette discipline. Nous avons donc parlé de cette découverte et plus généralement de l'aventure qui nous tend les bras lorsque l'on s'engage sur ce long chemin de l'ostéopathie. Le sujet du jour étant mon sujet favori, j'ai évidemment adoré parler avec Alain et j'espère que vous apprécierez également la richesse de cet épisode. Si c'est le cas, et également parce que l'on vient de fêter Noël, vous pouvez me remercier en allant mettre 5 étoiles au podcast sur iTunes. Ça m'aide énormément. Merci par avance pour cela. En attendant, je vous souhaite une très belle fin d'année 2021 et on se retrouve tout de suite avec Alain Kassoura. Bonjour Alain. Bonjour Étienne. Merci de me recevoir. C'est moi. Dans ton Qui te cabinet. remercie. Avec plaisir. J'ai plein de questions à te poser suite à la lecture de ton livre que je partagerai aux gens qui écoutent via Instagram ou autre chose. Mais bon, ils vont peut-être pas tous lire le livre dès le début, donc il faudrait que tu te présentes quand même. Pour tous ceux qui ne te connaissent pas, comment tu te présenterais on va dire en 1 minute, quoi, à quelqu'un que tu rencontres comme ça dans la rue? 1 minute, j'aime la vie. Je suis Gémeaux, donc je suis curieux. Le Gémeaux est très très curieux. Et donc voilà, donc j'ai fait médecine, mais en même temps je dansais. Du coup j'ai appris l'ostéo, puis dans l'ostéo je suis allé chercher un petit peu ailleurs, explorer d'autres domaines, à la frontière de l'émotion, de la psyché, de la pensée, etc. Et puis par ailleurs, j'adore grimper, j'adore les montagnes, j'adore l'équitation, voilà. J'aime la vie, quoi, voilà. C'est top, c'est une bonne présentation. On va décortiquer un petit peu cette... Et j'aime écrire. C'est un grand plaisir pour moi d'écrire. Et j'ai écrit 4 livres, puisqu'il y en a un 4e qui va sortir là en 2022. Et là, tu vas parler du premier, je pense. L'énergie, l'émotion, la pensée au bout des doigts. C'est celui que tu as lu, je pense. Exact. J'ai les 2 autres, mais que j'ai pas pu tout lire en entier. Bien sûr. Donc je vais me focaliser là-dessus, parce que je pense trop de questions rien qu'avec ce livre à te poser. Donc, on va commencer par ton parcours. Donc, médecin. Au début, on va zapper l'enfance parce qu'on n'a pas le temps, malheureusement, même si c'est extrêmement intéressant. Donc, tu vas faire des études de médecine, tu deviens médecin. Oui. Une fierté pour ta famille, pour ton père notamment, t'en parles. Oui. Et puis après, au bout d'un moment, tu te lances un peu dans l'ostéo sans trop savoir où tu vas. Est-ce que tu peux nous raconter ces débuts quand tu te lances dans ce que tu imaginais de l'ostéo? Donc en fait, je fais médecine. En fait, j'ai un côté très cartésien. Voilà, bon, j'étais bon en maths. Enfin, j'étais le mec, voilà. Et quand je fais médecine, je pense vraiment que j'aborde là une science. Et donc, j'ai une foi absolue dans tout ce qui m'est enseigné. Je pense qu'on m'enseigne la vérité. Ça ne me vient pas à l'idée. Vraiment, en fait, j'ai un esprit assez fermé au bout du compte, quoi. Ça ne me vient pas à l'idée qu'on peut m'enseigner des choses qui sont erronées, qui vont bouger, etc. Puisque la science, en fait, bouge tout le temps. Rien n'est figé. Mais moi, en bon petit élève, en bon petit soldat, je pensais que c'était la vérité. Mais il y a une part en moi qui est très intéressée par l'art. Et en même temps, tardivement, juste après le concours de première année, j'ai commencé la danse. Et puis, il me vient en tête de devenir Baryshnikov, ce qui était quand même tout un programme. Et bon, je vais essayer. Je ne suis pas devenu Baryshnikov, je n'y suis pas arrivé. Et donc, je suis avec des danseurs, j'ai quand même fait des petits spectacles avec des pros, etc.
Et mes copains danseurs, ils vont voir des ostéopathes, quoi. Et quand ils reviennent, ils sont vachement contents. Ils me disent, ah ben tu vois, j'étais gêné pour les tours pirouettes, maintenant, paf, paf, ça passe bien et tout. Je me dis, mais c'est quoi ce truc, quoi? Et puis parfois, ils me posent des questions, ils me disent, mais qu'est-ce que tu crois que j'ai et tout? Mais moi, j'en savais rien, avec ce que j'avais pris en médecine. C'est comme ça, en fait, que je suis allé vers l'ostéopathie. Mais en fait, l'ostéopathie me dérangeait. En fait, je me suis dit, il faut que je fasse un truc sérieux. Donc, je savais que Meigne, à l'époque, Meigne avait introduit la médecine manuelle pour les médecins. Donc, c'était un truc qui me paraissait sérieux, qui en fait avait découpé en tranches l'ostéopathie pour ne garder que ce qui était politiquement correct pour un médecin. Et donc, en fait, je voulais suivre l'enseignement de Meigne. Manque de peau, je n'étais pas spécialiste. À l'époque, Meigne n'acceptait dans son enseignement que les spécialistes. Je le contacte, je lui dis que je suis danseur, que je ne suis pas spécialiste, mais que je suis danseur. Ça le fait rire, bien sûr, parce que je dis oui, mais j'ai quand même une connaissance du corps particulière. Et il me dit oui, non, mais ça ne m'intéresse pas. Et j'écoute une émission de Michel Polac. Et dans cette émission, on parle de la faculté de Bobigny, où il y a un cursus d'ostéopathie. Je me dis, je vais aller là, à défaut de faire autre chose, quoi. Mais j'y allais pour apprendre des techniques de manipulation. Je ne pensais pas que j'allais rencontrer un monde et que ce monde allait changer ma vie, en fait. Ouais, à ce moment-là, tu es médecin, tu imagines que l'ostéopathie, c'est de la thérapie manuelle, comme la plupart des médecins, imagine. Oui. Et donc, tu découvres ça, plus d'autres choses. Oui. Et raconte-nous, du coup, le process un petit peu... des années études, on va dire. C'est assez rigolo. D'abord, il me vient une image, on était très très nombreux. Donc c'était le doyen Cornillo à Bobigny qui essayait d'ouvrir au maximum. Ça s'est refermé considérablement aujourd'hui, mais à l'époque, il essayait d'ouvrir sur des médecines alternatives. Et il fait venir, entre autres, des non-médecins issus de Medstone, donc en Angleterre, un collège ostéopathique européen qui est très connu. Et il fait venir ces personnes-là, des pointures, pour enseigner l'ostéopathie. On était très nombreux, on était 70, je pense, dans notre promo, dans des locaux qui étaient en préfabriqué, et on travaillait dans les couloirs, en fait. Donc c'était assez marrant parce qu'on était en petite tenue, en sous-vêtements, dans les couloirs, où passaient des gens qui suivaient d'autres enseignements et qui nous croisaient en train de nous manipuler comme ça dans les couloirs. Donc c'était quand même très, très space, quoi. C'était une ambiance très particulière. Et puis donc, moi, j'étais là, je trouvais ça plutôt sympa, ce petit bordel, ça me plaisait bien, mais j'écoutais donc des enseignants qui n'étaient pas médecins. Et pour moi, déjà, c'était un choc, en quelque sorte. C'est-à-dire que la vérité allait venir, enfin une vérité, tout d'un coup je commence à relativiser le truc, allait venir de non-médecins, mais je voulais pas lâcher le morceau quand même. Je voulais pas lâcher le morceau parce que j'avais fait médecine, parce que j'y croyais à ce que j'avais appris, quoi. Donc je prenais ce qui me convenait, etc. Et puis j'avais des problèmes pour le senti parce que en fait l'ostéopathie, donc je dis ça pour les auditeurs, mais c'est une façon de travailler sur le corps en mouvement, avec les mains. Et un des éléments clés, c'est quand même de sentir ce qui se passe. Et donc, il fallait sentir en posant les mains sur Pierre-Paul Jacques, des choses. Et moi, je savais apprendre, quoi, mais je ne savais pas sentir. Je savais ressentir peut-être en tant que danseur ou sentir, mais sur l'autre, je ne savais pas sentir. Et je pensais même qu'on ne pouvait pas sentir. J'étais persuadé qu'on ne pouvait pas sentir. Donc il y a eu tout un temps, mais qui a été très long, hein, pendant lequel je me suis battu avec ça, parce que je pensais que je disais que je ne sentais rien. Les quelques fois où je croyais sentir quelque chose, en général, on me disait que ce n'est pas ça qu'il fallait sentir. Donc j'étais content tout d'un coup. Ah oui, mais là j'ai senti... Je me disais, ah non, pas du tout. Alors là, vraiment pas du tout. Alors paf, gros coup sur la tête. Et en fait, ce qui m'a... Par contre, donc, je n'aime pas lâcher le morceau, jamais. C'est-à-dire que quand je commence un truc, j'aime quand même aller au bout, quoi. Et donc, ce qui m'a vraiment fait accrocher, c'est qu'il y avait là un moniteur, donc, comme on était très très nombreux, il y avait les profs, et puis il y avait des moniteurs qui étaient là, qui nous encadraient par petits groupes. Et je tombe avec un moniteur, une espèce de joueur de rugby, un peu bougon, etc. C'était José Puren.
Et en fait, un jour, je ne peux pas venir pour un week-end parce que je pars faire un remplacement et tout. C'était le traitement général ostéopathique, donc une approche très très globale du corps et du soin. Et lui disait que c'était la clé de l'ostéopathie. Et je dis, ça fait chier, je pars, je peux pas être là. Il me dit, mais viens à mon cabinet, puis tu vas voir, je vais t'apprendre ça, et puis tu vas voir. Et donc je suis allé le voir travailler, il m'a appris, mais surtout je l'ai vu travailler avec des patients. J'ai vu les patients rentrer et sortir. Et là, je me suis dit, non, mais là, il se passe un truc, là. Là, je ne peux pas louper ça, parce que je voyais les patients qui étaient transformés quand ils sortaient. Donc, je me suis dit, écoute, ça te dérange peut-être les neurones, mais enfin, il va falloir que tu te poses la question et que tu acceptes de jouer le jeu. Donc là, j'ai accepté de jouer le jeu. Ce qui veut de jouer le jeu à fond, c'est-à-dire de prendre l'ostéopathie, lui parlait beaucoup de style. Il disait que la base de l'ostéopathie, c'était style, etc. Donc, je me suis dit, bon, là, il va falloir aller vers les bases. Donc, tout d'un coup, on arrêtait de couper l'homme en tranches et on allait prendre l'homme dans sa globalité. Et donc, il fallait que je joue ce jeu-là. Quant au senti, c'est difficile d'avoir confiance en soi. Hein. La confiance en soi, c'est très particulier. On peut être un brillant étudiant et puis pas avoir confiance en soi, au fond. Et donc, en fait, j'avais pas confiance en mon senti, quoi. Et celui qui m'a vraiment décomplexé sur le senti, c'est Pierre Tricot. Parce que quand je l'ai lu, il disait, moi, quand je sentais rien et quand je sentais un truc, on me disait que c'était pas ce qu'il fallait que je sente. Ah, je me suis dit, je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul, il y en a d'autres. Et puis, il dit, mais en fait, il faut que vous fassiez confiance et puis que vous créiez votre référentiel perceptif. Et petit à petit, vous allez vous construire à travers ça. Donc, tout d'un coup, j'ai compris ça. Entre parenthèses d'ailleurs, les enseignants ont une responsabilité par rapport à cette problématique-là. Plutôt que de dire à un étudiant, non, c'est pas ça qu'il faut sentir. Et moi, j'ai beaucoup enseigné autour du senti. Je pense qu'il faut peut-être lui dire, écoute, on n'écoute peut-être pas la même radio. Tu vois, moi j'écoute France Inter et toi, t'écoutes Europe 1. Donc, on va essayer de se brancher sur le même truc. Tu as quelle profondeur ? Qu'est-ce que tu avec quelle densité tissulaire, etc. Tu te projettes où dans le corps ? Parce que souvent, après, quand on écoute la même radio, on se dit, ah ben oui, tout compte fait, effectivement, si je me mets à écouter ta radio, je suis d'accord avec toi. Mais là, moi, c'est pas ça qui m'intéresse, tu vois. Moi, je voudrais qu'on écoute autre chose. Donc, essaie d'aller vers... Voilà. Et je pense que plutôt que de dire aux étudiants, non, c'est pas ça, c'est beaucoup plus confortable pour l'enseignant parce qu'il ne se remet pas en cause. Hein, il reste dans son monde confortable parce que chacun a ses limites. Hein, et chacun a ses limites. Donc, il est dans ses limites, dans son confort. Et il dit, ah ben non, c'est pas ça. Oui, et l'étudiant, il se retrouve comme un con. Alors qu'en fait, c'est pas ça que... Je pense, enfin, moi, c'est pas comme ça que je fais. Je dis, bon, alors, montre-moi. T'es où, etc. Puis on va essayer de voir, voilà, et puis on va essayer de trouver. En attendant, donc, Pierre Tricot me dit qu'il faut faire son référentiel perceptif, et je commence. Voilà. Et ça, c'est au bout de combien de temps que tu lis déjà un livre de Pierre Tricot ? T'as combien d'années d'ostéo, d'études d'ostéo dans les mains ? Ça fait déjà, j'ai fait donc Bobigny 3 ans, et je pense que, en gros, parce que moi, les dates, ça doit faire 5 ans déjà. 5 ans. Ça doit faire 5 ans que je... Ouais. Et à ce niveau-là, au bout de 5 ans, au cabinet, donc tu travailles au cabinet, tu as ton cabinet de médecine, tu fais de l'ostéopathie avec tes patients quand même. Je me suis installé comme ostéopathe en 89, donc il y a un certain temps. Il y a eu une époque où je faisais des remplacements de médecine, où je dansais, parce qu'à l'époque je dansais encore, voilà, c'est les dernières années où je danse, et où je danse un peu en semi-professionnel, on va dire, donc j'ai des petites tournées, des trucs comme ça, etc. Et donc je n'ai pas de cabinet, donc pour vivre, je fais des remplats de médecin généraliste à la campagne. Et puis, la pratique de l'ostéo, je la fais avec mes amis danseurs, puisque maintenant je peux essayer de les aider. Et ça se fait à la bonne franquette, c'est-à-dire que je ne me fais pas payer, ils viennent chez moi, on partage une sous-location, je démonte la porte des chiottes, j'ai 2 tréteaux, hop, et puis je soigne les gens comme ça sur les tréteaux. Et puis un jour, je vais recevoir une femme, la belle-mère d'une danseuse. Et là, ça va être très particulier parce que j'ai un monsieur et une dame qui arrivent avec une cravate, enfin, le monsieur en costume, la dame en petit tailleur, enfin des gens
des gens sérieux, quoi. Pas des gens bohèmes, et je vais me sentir très con après à demander à cette dame de monter sur cette table bancale, et cette dame qui était pliée en deux avec une sciatique, etc. Voilà. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu es satisfait de tes résultats ostéo? C'est-à-dire que tu as vu ce que l'ostéo pouvait apporter aux patients en allant voir José Puren. Et là, ça fait 5 ans que tu fais de l'ostéo, que tu étudies, que tu commences, quoi. Et à ce moment-là, tes résultats, est-ce que tu es frustré par tes résultats? Est-ce que tu te dis, est-ce que tu vois le potentiel énorme de l'ostéopathie? Est-ce que t'en es où? Non, pour moi, là, je suis dans la structure encore. Je suis encore dans l'approche. Mais déjà, c'est très bien. Enfin, pour moi, il n'y a pas d'échelle de valeur. On peut faire de l'excellente ostéo en restant dans le structurel, et même que dans l'appareil locomoteur. Déjà, il y a tellement de travail à faire. Donc, que chacun travaille avec ce qui lui plaît et avec ses compétences. Donc là, à l'époque, je suis dans ce champ-là, quoi. Donc pour moi, c'est le corps physique en mouvement. Pour moi, là, je m'intéresse au corps physique en mouvement. Et non, je me considère comme un étudiant. Donc effectivement, j'en suis encore à me prouver que je peux peut-être essayer de soulager les gens. Voilà. Ok, mais tu y arrives quand même de temps en temps. Et j'y arrive de temps en temps. Cette dame qui est montée avec son mari, je l'ai soignée. J'y suis arrivé. Donc c'était super, parce qu'elle-même était étonnée. Ça faisait des mois qu'elle souffrait. Et moi, j'étais encore plus étonné qu'elle, mais je ne lui ai pas dit. C'est intéressant. Et du coup, tu as commencé l'ostéo en cabinet l'année où je suis né, en 89. D'accord, donc, voilà, c'est ça. Voilà. Et comment est-ce que ça a évolué? On va revenir après sur les questions, mais là, j'ai une question qui me vient. On va dire, aujourd'hui, tu as un certain niveau en ostéopathie on lui donne une note, peu importe, tu lui donnes une note à ce niveau d'ostéopathie que tu as. Au bout de 5 ans après le début de tes études, par rapport à cette note qui est aujourd'hui de 100 sur 100, mais qui va évoluer, tu es à combien de ce que tu as découvert de l'ostéo, de résultats, etc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois, mais je raisonnerai pas comme ça. Je comprends le sens de la question. Et en même temps, je pense qu'en évoluant, tu vois, on perd des choses aussi. C'est-à-dire que bien sûr que je me suis bonifié à un certain niveau, et puis peut-être qu'ailleurs, j'ai perdu parce qu'il y a des choses que je fais plus, parce que j'ai une autre vision du monde, et que peut-être je m'acharnerai moins, enfin, entre guillemets, disons que j'aurai un regard moins affûté, moins pointu sur la biomécanique, par exemple, qui à cette époque-là est très présente. Donc peut-être qu'à cette époque, pour parler de résultats sur la patientèle, peut-être que j'arrivais à soigner mieux certains patients qu'aujourd'hui, au bout du compte. Mais le processus se fait, et on ne peut pas trop revenir en arrière. C'est-à-dire que voilà, on fait un chemin, et le chemin qu'on fait nous nourrit pleinement. En fait, si je me regarde aujourd'hui pratiquer l'ostéopathie, je sais que j'ai complètement ouvert le champ, complètement ouvert. Enfin, il peut s'ouvrir peut-être encore plus, je ne prétends pas. Donc c'est sûr que de ce point de vue-là, je suis allé beaucoup plus loin. Mais je n'estime pas être meilleur ostéopathe aujourd'hui que peut-être quand j'ai commencé. Enfin bon, après peut-être quelques années de pratique, on va dire. Après quelques années de pratique effective, je pense qu'en fait j'ai beaucoup changé. Par contre, oui, j'ai complètement changé. Ça c'est sûr. De la même façon que j'ai complètement changé, quand je me suis vraiment attelé à l'ostéopathie, mon regard sur la médecine a complètement changé. Ouais, c'est vraiment intéressant comme réponse. Quand tu dis que tu as ouvert les champs, est-ce que tu peux expliquer un peu? Voilà, oui. Alors, c'est-à-dire que au départ, pour moi, quelqu'un qui avait mal au dos, son problème venait du dos, en tant que médecin. J'ai mal au dos, bon, je caricature exprès, je fais mais quelqu'un qui a mal au dos, dans le bas du dos, ça vient du dos. Quelqu'un qui a mal au cou, ça vient du cou. Enfin, voilà, c'était bon. Et on fait le diagnostic, lombalgie, cervicalgie. Voilà, c'est ça. Bon, bref. Je commence l'ostéo, je me dis, attends, il faut considérer toute la biomécanique. D'ailleurs, les médecins aussi considèrent aujourd'hui toute la biomécanique. Je ne veux pas être caricatural sur la médecine. J'aime la médecine. Je suis médecin, c'est ma langue maternelle. J'aime la médecine. J'ai beaucoup de respect pour la médecine. Donc, je ne rentre pas dans une critique à tout craint de la médecine. Mais donc, ce qui est sûr, c'est que l'ostéo, ça m'a ouvert à cette approche globale
de la biomécanique du corps, autrement dit, comment le corps bouge et comment la perte de mouvement à un endroit se répercute sur un autre, etc. Première étape. Deuxième étape, mais en fait, le corps, c'est pas qu'un squelette, c'est pas qu'un squelette avec des muscles et des articulations. C'est aussi des viscères, c'est aussi un système nerveux, et tout ça, ça joue aussi. Ne serait-ce que sur l'appareil locomoteur, tout ça, ça peut jouer. Donc tout d'un coup, je me dis, ah ouais, d'accord. Donc l'homme, en fait, c'est la globalité de ce corps physique en mouvement qui va m'interpeller. Ça, c'est une première étape. C'est un premier champ, je dirais, d'intégration à la fois de la biomécanique de l'appareil locomoteur, et puis du viscéral, et puis de l'ostéopathie crânio-sacrée, et puis voilà. Donc déjà, voilà, c'est cette globalité-là du corps physique. Ça, c'est le premier champ, je dirais. C'est le premier niveau, mais qui prend déjà beaucoup de temps, parce que c'est pas évident. Hein. Et puis après, il y a d'autres champs. Alors, on peut considérer le corps comme des poupées russes. En fait, il y a ce corps physique, c'est la poupée à l'intérieur. Il y a une poupée un petit peu plus grande, c'est le corps énergétique. Un peu plus grande, on pourrait dire, c'est les émotions, le corps des émotions. Un peu plus grande, c'est le corps des pensées. Un peu plus grande, c'est le corps spirituel. Enfin bref, voilà. Donc, quand je dis ouvrir les champs, c'est appréhender en fait ces différents niveaux. Mais cette appréhension des différents niveaux, elle vient quand même après. On va peut-être mettre des dates un petit peu vagues, mais pour qu'on comprenne le cheminement. Mais avant ça, tu rencontres Barral, tu rencontres Tricot, comme tu dis. Je pense pas que tout de suite tu te penches là-dessus. Il y a des étapes intermédiaires où tu te rends compte que tu peux communiquer avec les tissus qui réagissent. Bien sûr. Non, mais bien sûr, c'est-à-dire que voilà, la rencontre avec Barral, ça c'était à Bobigny, avec Tricot après, etc. Là, tout d'un coup, effectivement, ça me fait comprendre l'importance des viscères, l'importance de l'interaction des organes, des viscères, avec l'appareil locomoteur. Donc ça, En tant que médecin, c'est déjà énorme. C'est énorme, bien sûr. D'ajouter des viscères qui impactent l'appareil locomoteur. C'est curieux quand même. Bien sûr. Mais Barral disait un truc très juste. Il disait, mais alors quelqu'un arrive, il a mal au dos, et vous vous intéressez qu'à ce qu'il y a derrière et pas à ce qu'il y a devant. Et il a raison. Parce que quand on voit quelqu'un, la posture, quelqu'un, c'est pas qu'un dos, c'est pas, même s'il a mal au dos, c'est pas que son dos, quoi. Et c'est sûr que, par exemple, on voit bien que quand on a été opéré de l'appendicite, quand on se lève, ou quand on a une césarienne, quand on se lève, on est un petit peu penché en avant, parce qu'on peut pas tirer cette cicatrice-là, et pour la protéger, on se penche un petit peu en avant. Donc ça va avoir une répercussion sur le dos. Donc en fait, on ne peut pas extraire toute la partie antérieure sous prétexte que le problème vient de derrière. Voilà. Donc l'intégration du viscéral, c'est un moment clé, comme la rencontre avec Pierre Tricot, où voilà, la rencontre avec Pierre Tricot, elle est charnière à plusieurs niveaux. C'est vraiment un grand monsieur, Tricot, parce que il ouvre des portes. Voilà, il ouvre énormément de portes. Et je dirais que la première porte qu'il a ouverte, qui est fondamentale, c'est tout d'un coup que je comprenne que je peux faire confiance à mes mains et je vais construire un référentiel perceptif. Je vais sentir quand c'est dur, quand c'est mou, quand c'est tendu, quand c'est relâché, à quel niveau de profondeur. Je vais sentir si c'est dense, si c'est léger comme de la plume, si c'est dense comme du plomb, etc. Sentir tout ça à travers les tissus. Hein, je fais le parallèle, je n'aimais pas du tout le vin. Pour les gens qui écoutent, référentiel perceptif, qu'est-ce que c'est ? C'est ce que sent ma main. Qu'est-ce que je sens sous ma main ? Et donc, pendant mes études d'ostéo, on se réunissait en petits groupes. Et j'avais un pote qui était œnologue aussi. Et j'avais horreur du vin. Voilà. C'était plus culturel parce qu'en fait, mon grand-père était cafetier et il y avait des gens sous dans le café et je ne supportais pas cette odeur de la vinasse et ces gens sous. Et donc, je faisais une aversion pour le vin. Et donc, en fait, il me dit, mais c'est pas possible que tu n'aimes pas le vin. Il me dit, mais tu vas voir. Et donc,
avant chaque session, on faisait une petite dégustation. Donc, il a fait ça de façon très pédagogique, etc. Et au départ, pour moi, quand je goûtais du vin, c'était mauvais, c'est tout. On peut pas dire c'est plus ou moins mauvais, c'était mauvais, voilà, c'était dégueu, quoi. Et petit à petit, hop, j'ai commencé à découvrir qu'il y a du mauvais, mais plus sucré ou différent, hein, et que petit à petit, ah tiens, ça peut être bon, ah tiens, ah oui, mais si je m'intéresse à ça. Et donc, tout d'un coup, j'ai décodé en quelque sorte. Et en décodant, ben, j'ai commencé à aimer. Voilà. Et en fait, c'est pareil avec le toucher. C'est-à-dire qu'on, petit à petit, notre main posée, qui au départ sentait quelque chose de très fou, de très global, etc., commence à arriver à décoder des choses et à percevoir. Voilà. Et donc, tricot, ça, c'est le premier truc fondamental. Mais le second truc fondamental c'est qu'il dit, voilà, la main posée, enfin, il y a trois choses qui me semblent fondamentales. Le second truc, c'est qu'il dit qu'en fait, il y a de l'information qui circule. L'énergie, c'est de l'information en mouvement. Et dans le corps, il y a de l'information en mouvement. Et cette information, on peut l'apercevoir. Donc ça, c'est une révolution. Et cette information, elle concerne pas simplement la dimension physique. Ça peut être une émotion qui s'exprime dans le corps. Ça peut être un événement qui nous a marqué. Alors oui, j'avais bien sûr dans l'idée que si j'ai un gros accident de la circulation, des fractures, etc., ou même sans ça, il va y avoir une cicatrisation des tissus et que la mémoire de cet accident sera là. Mais je n'avais pas forcément dans l'idée qu'un gros choc émotionnel, comme un accident de voiture, peut laisser des traces dans le corps. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'un gros choc émotionnel, la perte d'un être cher ou un trauma sexuel, par exemple, comme il y en a tellement, etc., ça laisse des traces dans le corps. Ça, je n'en avais pas du tout idée. Et ces informations, elles sont là dans le corps. Et on peut y avoir accès. Ça, c'est quand même incroyable. C'est quand même, ça, tout d'un coup, c'est un monde qui s'ouvre. C'est énorme. C'est énorme, ouais. Voilà. Donc ça, c'était la seconde chose que m'a appris Tricot. Et la troisième, j'imagine. Et je peux anticiper. Pardon ? Je peux essayer de lire dans ton cheminement. La troisième, je dirais que tu découvres que les tissus sont constitués de cellules, qu'une conscience avec laquelle tu peux interagir et dialoguer de la même manière que tu dialoguerais avec une personne, à peu près, avec un langage différent, on va dire, mais tu peux en fait dialoguer avec le vivant via un langage de conscience à conscience. Alors c'est très bien dit, et c'est juste dans ce que propose Pierre Tricot. Mais personnellement, c'est pas ça que je vais mettre en avant. Ok, moi c'est ce que j'aurais mis en avant. Okay. Dans mon évolution. La troisième chose, c'est l'importance de ma présence. Ok. C'est-à-dire que quand j'aborde le patient, je vais le soigner avec mes limitations. Je ne peux pas aller au-delà de mes limites. Bon, ça c'est une chose, c'est clair. C'est-à-dire que, par exemple, si je considère uniquement le monde matériel et que je ne considère pas les émotions, je vais le soigner uniquement avec cet aspect-là. Si je m'intéresse à l'interaction entre l'énergétique et le physique, je vais ouvrir ce champ-là. Mais je n'irai pas au-delà. Mais c'est même... Voilà, donc je le soigne avec mes limitations. Mais c'est plus grave encore, ça je ne sais pas s'il le dit Pierre, mais enfin bon, je me permets mais il doit le dire sûrement, c'est-à-dire que je le soigne avec mes casseroles aussi. C'est-à-dire qu'il ne s'agirait pas que je balance mes casseroles sur le patient quand même. Ça serait plutôt gênant dans cette rencontre avec lui. Donc ma présence est fondamentale. Est-ce que tu peux développer... Excuse-moi, je te coupe, on va revenir à la présence, mais quand tu dis je le soigne avec mes casseroles, comment on imagine tes casseroles que tu transfères aux patients? Est-ce que tu peux développer un peu cette idée que tes casseroles en tant que thérapeute puissent interagir au cours de la relation patient-thérapeute et éventuellement être néfastes entre guillemets pour le soin? Bon, je vais prendre un exemple simple. Y a des jours où ça va pas, quoi. On s'est engueulé avec Pierre-Paul ou Jacques, on est un petit peu en colère, on est un peu énervé, on est un petit peu speedé, etc. Bon, et on arrive et on commence à soigner les gens. Déjà, cet état d'être un petit peu surexcité, un petit peu nerveux, un petit peu tendu, etc. De toute façon, on va interagir avec le patient. Hein.
C'est comme en équitation, quand qu'on rentre en contact avec un cheval, le cheval tout de suite il percute sur l'état dans lequel je suis, etc. Donc quelque part il y a une interaction qui se joue. Mais il y a par exemple beaucoup plus grave. Si j'ai été par exemple victime d'un abus sexuel dans l'enfance et que mon rapport au corps et surtout en est énormément perturbé, et je vais poser mes mains avec quelque part des interdits, avec des peurs, avec des tabous, etc. Et je vais transférer ça, sans le dire, mais je vais transférer ça. De la même façon qu'il y a c'est ce qu'on pourrait dire, c'est un contre-transfert en quelque sorte. Parce que le premier transfert, il vient du patient aussi. Mais voilà, donc les casseroles, c'est ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un état de neutralité, ça n'existe pas. On cherche à être dans un état de neutralité bienveillante, mais en fait, on n'est pas dans cet état-là. C'est pour ça que c'est important de faire un travail sur soi. C'est pour ça que le psychanalyste a fait une psychanalyse. C'est-à-dire, c'est pour essayer de cerner un petit peu le problème avant d'écouter le problème des autres, quoi. Et ça, dans les études d'os, on le fait pas, ça. Ouais. Je racontais justement dans un podcast avec Pierre Tricot qui est passé sur ce podcast. Je ne sais pas si tu savais. Et on parlait de l'importance d'évoluer en tant que soignant. On va en parler avec toi aussi pour mieux soigner. Et j'en reviens à cette histoire de contre-transfert qui est... En fait, moi, je vois ça plutôt comme des limites. C'est-à-dire que tu en parles dans ton livre, tu expliques qu'à un moment donné, quelqu'un t'explique que le thérapeute doit avoir un taux vibratoire supérieur à son patient s'il compte le soigner, entre guillemets. Ce taux vibratoire étant proportionnel, je crois, au travail que tu as fait sur toi et l'espèce de pureté en tant qu'être que tu as en toi. C'est des mauvais mots, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, et oui. Plus tu es avancé dans ce travail-là, plus tu vas avoir un taux vibratoire important, plus facile ça sera, on va dire, de soigner le patient. Et je pense que ces casseroles, en fait, diminuent ton taux vibratoire en tant que thérapeute et t'empêchent de limite dans tes soins. On peut avoir une vision... Oui, on peut avoir cette vision-là, oui. Oui, les casseroles, ça nous limite au plan physique, au plan énergétique. Quand on parle de taux vibratoire, on parle d'énergie. Au plan émotionnel, au plan mental, au plan spirituel, etc. Oui, ça nous limite. Et donc, tous ces facteurs limitants font qu'en fait, notre soin est conditionné directement par nos facteurs limitants. Donc, en fait, c'est important de travailler sur nous pour essayer de diminuer au maximum ces facteurs. Mais en fait, c'est important de travailler sur nous pour être heureux, parce que le but, c'est d'être heureux. C'est que nos patients soient bien dans leur basket et c'est que nous, on soit bien dans notre basket. Donc, en fait, la vie nous fait travailler tout le temps. Et comment travailler ? Je m'appelle Étienne, j'ai 32 ans, j'ai envie de travailler sur moi, j'ai déjà fait pas mal de trucs, mais j'ai envie de continuer à travailler sur moi. Qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je propose un cursus de 7 fois 3 jours, si tu veux. Allez, ça s'appelle l'énergie, l'émotion, la pensée. Il faut que je t'explique le fonctionnement. C'est 7 fois 3 jours et on travaille. On va explorer les différents corps. On va travailler le corps physique, à travers les massages, par exemple, tu vois. On va travailler le corps énergétique, à travers le Qigong, par exemple. On va travailler les émotions et la pensée. On va pratiquer la méditation, mais on va pratiquer des rencontres énergétiques aussi qui vont nous solliciter. On va pratiquer des espèces de rituels psychomagiques où on va être confronté à nos dimensions émotionnelles, à nos dimensions mentales. L'énergie, c'est un peu le liant, c'est l'information en mouvement. Donc l'énergie, on la retrouve dans tous les corps. Hein. L'éthérique, c'est l'énergétique du physique, qu'on rencontre par exemple dans le Qigong, mais il y a une énergie dans le corps émotionnel, dans le corps mental et dans le corps spirituel. Donc on va travailler tout ça en groupe, en rencontrant d'autres personnes, en étant en interaction avec les autres, etc. Et petit à petit, ça va nous faire cheminer, ça va nous faire avancer. Voilà, on va changer. Merci, ça me donne envie de faire ton stage. J'en ai des tonnes d'autres à faire, je ne sais pas si j'aurai assez de temps, mais je le note. Celui-là, il est particulier, je crois qu'il y a... Parce que, non, la grande particularité, c'est qu'on mène le travail sur soi avec l'apprentissage. Et souvent dans le travail ostéopathique, on apprend des techniques.
on pose un regard différent, on apprend des concepts, on apprend une pratique différente, mais on ne travaille pas sur soi. Et là, dans ce que je propose, il n'y a pas de théorie, il n'y a pas un brin de théorie. On fait que travailler sur soi, avec les autres. Alors, on apprend des techniques aussi, mais on les apprend directement en fonction de ce qu'on a vécu. On ne fait jamais semblant. Jamais semblant. Tandis que dans les études d'ostéo, on fait souvent semblant. Oui, bien sûr. Ok. Merci pour cette petite parenthèse. Tu parles d'actes psychomagiques. Est-ce que tu connais la psychomagie? Est-ce que tu pourrais expliquer aux gens ce que c'est? Il faut faire attention à ce qu'on dit parce que ça nous retombe dessus. Alors, ouais, je fais un raccourci parce que je pense à Jodorowsky. Il a fait un livre, il a fait un film, Psychomagie. Il a écrit un livre aussi d'ailleurs. Des livres. Des livres, oui, mais entre autres, oui, bien sûr. Des livres. Mu, le maître et les magiciennes, qui est un livre splendide d'ailleurs. Mais il a écrit un livre qui s'appelle Psychomagie, je crois aussi. Hein. Alors, comment expliquer ça? La psychomagie, c'est une façon d'accéder à la transformation. C'est une façon de décristalliser des choses qui sont verrouillées en nous. On a vu, par exemple, qu'un traumatisme physique s'inscrit dans le corps. On va dire qu'il se cristallise dans le corps. Le travail de l'ostéopathe, en redonnant du mouvement, en diminuant la tension, en diminuant la densité, c'est de décristalliser tout ce qui a été bloqué, tout ce qui a été verrouillé. Donc l'ostéopathe, il va essayer de déverrouiller physiquement, suite à cet accident de la circulation ou autre, ce qui a été bloqué. Bon. Mais on voit qu'un choc émotionnel violent, la perte d'un être cher, etc., peut entraîner une cristallisation de tristesse, de peur, etc. Et donc on va essayer de décristalliser tout ça. Donc le travail ostéopathique va être un travail de décristallisation. Mais la pensée aussi peut se cristalliser. Je peux considérer que je suis nul, que je suis incapable, pas digne d'eux, je ne suis pas digne de ceci ou cela, etc. Et ça devient une pensée qui est cristallisée et qui devient une véritable chaîne, c'est-à-dire que ça m'empêche de vivre, enfin ça m'empêche d'ouvrir des portes, quoi. Et donc je suis enfermé dans cette prison que je me suis faite. Mais la psychomagie, c'est une façon, en posant des actes, de décristalliser tout ça. En posant des actes qui parfois, alors les propositions de Jodorowsky sont très extrêmes, hein, c'est vraiment... Mais elles sont intéressantes. Il faut voir son film qui est très très touchant, dans lequel, quand on lit le livre Psychomagie, je me demandais si c'était pas un peu pervers tout ça. Je trouvais que c'était tellement poussé loin le curseur. Par exemple, une fille qui a été incestée par son père va se présenter à lui habillée comme une prostituée, couverte de sang des règles. Elle va lui balancer à la figure peut-être sa jupe pleine de sang. Enfin bon, bref, je dis des trucs comme ça, mais enfin c'est de ce niveau-là. Ouais, je vois très bien. Je connais. C'est de ce niveau-là. Donc ça demande beaucoup. Et quand on voit son film, on voit un bon papa. On voit un gars vachement sympa déjà. C'est-à-dire que ça a l'air beaucoup moins tordu. Dans son film, il a l'air beaucoup moins tordu. Même s'il fait faire des choses très particulières, que les gens acceptent de faire. D'ailleurs, c'est étonnant. Ils acceptent même en public. Hein. Marcher dans la rue avec une chaîne, par exemple, qu'on tire. Marcher dans la rue avec une chaîne, comme ça. Un couple qui marche enchaîné dans la rue. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, on pose un autre acte qui va signifier autre chose, etc. Donc c'est lié en fait, c'est lié le senti, ce que je sens physiquement dans mon corps. L'acte psychomagique, c'est la rencontre de ce que je sens dans mon corps, de ce que je ressens émotionnellement et de la représentation que j'en ai. Et on va jouer sur ces trois plans. On va jouer sur ce que je ressens dans le corps, sur les émotions que je vais changer et sur la pensée que j'ai. Et on va faire bouger ça, un peu comme fait le MDR, mais en allant beaucoup plus loin. Et donc, à un moment donné, paf, ça pète. La puissance du symbole. Ouais, du symbole confronté au physique, à l'émotion et à la pensée. Non, c'est super intéressant ta réponse. Parce que moi, j'aurais expliqué ça de manière un peu plus simple. J'aurais dit qu'en fait, la psychomagie, c'est une thérapie qui consiste à
le thérapeute va prescrire des actes psychomagiques, donc des actes qui vont être des choses à faire, et ces choses-là vont peut-être avoir ni queue ni tête, mais on va avoir une action, enfin un impact via leur symbolisme dans ton inconscient, et déverrouiller des choses au niveau inconscient qui vont changer d'autres choses à tous les niveaux, quoi. Oui, c'est vrai aussi. Oui. Ouais. Et tu as lu La danse de la réalité ? Non. Je te conseille en tant que danseur. On comprend bien le cheminement, et à la fin, c'est à la fin de sa vie en fait que Jodorowsky développe la psychomagie. Et en comprenant toute sa vie depuis le début, depuis ses débuts au Chili, etc., c'est super, super intéressant. C'est un des livres qui m'a le plus inspiré durant ces 5 dernières années, je dirais. Et il y a un autre livre qui m'a beaucoup, beaucoup parlé, dont je voudrais que tu nous parles aussi, c'est le livre de Jacques-André Duval, où il raconte un peu ce qu'il a appris avec Becker, etc. Je ne sais plus le nom exact de technique d'échange réciproque, quelque chose comme ça. Et qu'est-ce que tu as appris ? Qu'est-ce qui a changé la rencontre chez toi de ce gars-là ? Alors moi, j'ai pas rencontré Duval. Ok, je pensais que tu l'avais rencontré. Non. D'accord. J'ai pas rencontré Duval. J'ai rencontré Alain Roch, qui a été un élève de Duval. Même question avec Alain Roch, du coup, ouais. Un élève qui a été je pense, c'est un mec génial un peu, Alain Roch, quoi. Donc c'était un pote à moi. On s'est retrouvés à enseigner, à fonder ostéopratique ensemble. Donc on était enseignants tous les deux ostéopratique. Et on s'est rencontrés comme ça. Et c'est l'histoire d'une amitié avec une personnalité qui est assez extraordinaire. Et moi, du coup, je l'ai suivi j'ai suivi ses cours, etc. Enfin voilà, quoi. Et en fait, c'est par lui que j'ai contacté Duval, qui fait beaucoup référence à Becker. Et Pierre Tricot fait beaucoup référence à Rollin Becker aussi. Voilà. Alors, je dirais que, pour moi, la rencontre avec Alain Roch, c'est... Donc, on va parler de ma rencontre avec Duval, puisque je n'ai pas rencontré Duval. Ça s'est pas fait à travers le livre de Duval, ça s'est fait à travers la personnalité très complexe d'Alain. Et en fait, ce que j'en ai retiré, c'est une ambiance, une atmosphère, quelque chose dans l'indicible qui s'est passé entre nous. C'est ça, au fond, qui m'a marqué, plus que les concepts. Voilà, il y a quelque chose qui s'est fait. Et qui a fait que j'ai regardé un peu le monde différemment aussi. Voilà. C'est-à-dire que ça m'a ouvert à différents champs. C'est-à-dire que, au fond, ça avait été dit par Pierre Tricot, mais je n'avais peut-être pas percuté. Il y avait des choses que Pierre avait dites, mais que je n'avais pas intégrées, je ne les avais pas digérées. Et en fait, Alain Roch m'a ouvert des portes. C'est lui qui m'a permis de rencontrer Bruno Repetto, qui a été vraiment une grande clé pour moi. Ça a été vraiment le coup de pied au cul ultime, je dirais. Et voilà, et c'est une ambiance, c'est une amitié, c'est quelque chose qui fait que il y a une atmosphère dans le soin. Hein, alors je vais dire peut-être des bêtises, mais je crois que c'est Rollin. Je ne sais pas si c'est Sutherland ou Becker, je crois que c'est Becker peut-être qui disait. Ou Sutherland peut-être. Qui disait quoi ? Qui disait où est le LCR ? Une réponse complètement fumeuse, complètement loufoque. Il disait mais le LCR est partout, il est partout dans cette pièce. On est dans un bain de liquide céphalorachidien, ce qui est une réponse un peu hallucinante. Mais en fait, la présence, c'est ça aussi. C'est-à-dire que je me connecte à une qualité, je m'imprègne de cette qualité elle va diffuser partout. Donc je suis cette qualité et je la diffuse. Et le patient prend cette qualité. Et je dirais que ma rencontre avec Rocco, puisqu'on l'appelait Rocco, on l'appelle toujours Rocco, c'est ça. C'est que à force, je me suis imprégné d'un truc et la place de la méditation. Il y avait une dimension bouddhiste chez Alain. Et voilà, et ça aussi, ça m'a marqué. Et l'ouverture vers la spiritualité dont il parle peu, dont il ne parle pas, si ce n'est
dans des relations plus amicales, on va dire, où là ça s'exprimait et où moi ça m'a marqué. Et ça aussi, ça m'a marqué. Voilà. Ok. Et les livres de Becker, donc tu disais qu'il fallait, tu étais revenu à style, etc. au début, qui est déjà assez peu Mais compréhensible. moi, tu sais, je lis très peu, moi. C'est vrai? Moi, je lis très peu. Ok, parce que j'allais te demander un conseil pour, pas un conseil, mais ton expérience sur l'aventure Becker en fait, parce que c'est toute une aventure de lire et de comprendre Becker. Ouais. C'est un peu comme de comprendre les auteurs. Alors j'ai lu le livre de Duval, ouais, et puis j'ai lu des extraits, mais j'ai pas lu tout Rollin Becker. D'accord. Tricot, t'as lu ces manuels? J'ai lu un peu Pierre, ouais. Mais je suis pas un fada, moi j'aime bien la pratique. Ok. J'aime bien... Je comprends. J'ai Mercure en taureau, et donc Mercure c'est la connaissance, c'est la communication, c'est la connaissance, et le taureau il est très dans la matière. Donc moi j'aime, alors que je suis Gémeaux, un signe d'air qui aime beaucoup les idées en fait. L'apprentissage passe pour moi beaucoup dans la pratique. C'est pour ça d'ailleurs que dans mon cursus, il n'y a que de la pratique. Alors j'envoie des mails de temps en temps avec des trucs théoriques, des trucs que j'ai écrits, tout ça, etc., que les gens lisent ou pas. Je leur dis, si vous voulez le lire, tant mieux, parce que vous aurez des éléments théoriques en plus. Mais si vous ne voulez pas le lire, ça vous fait chier, ne le lisez pas, venez, voilà. Ok. Et je voulais un peu te guider sur ce qu'on appelle l'ostéopathie involontaire. Ouais. Tu divises, enfin non, c'est pas que tu divises, mais tu parles de l'ostéopathie volontaire que tu découvres au début et l'ostéopathie involontaire derrière que te fait appréhender ce fameux Rocco, je crois. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de ce que c'est que ça, de cette découverte de l'ostéopathie involontaire? Oui, tu as raison, ça c'est un grand moment aussi, c'est un grand moment. Je pense. Et oui, bien sûr. Heureusement que tu es là pour nous cadrer, parce que sinon... Oui. C'est-à-dire que au départ, si je reviens au tout début, je vais apprendre des techniques. Et donc, je vais soigner quelqu'un en faisant des techniques. Donc, je vais faire mon diagnostic, je vais faire une manipulation, je vais donner du mouvement. Donc, c'est moi, en fait, le thérapeute. Et ce qui m'importe, c'est d'être le thérapeute, c'est de soigner. Je veux soigner les gens. Et du coup, je suis fier de soigner les gens, parce que quand même, ça flatte mon ego d'arriver à soigner les gens en faisant des techniques, quoi. Et tout d'un coup, non, on va pas vraiment faire de technique. Ça va se faire. Quelque chose va se faire à travers le toucher. Quelque chose qui va dépendre beaucoup de la qualité de la présence et qui va faire que dans ce dialogue silencieux, avec pour interface la main en contact, il va se passer quelque chose. Là, on rejoint la psychanalyse aussi. C'est-à-dire que, mais la psychanalyse, l'interface, c'est le verbe. Mais au fond, on fait pas grand-chose, quoi. Mais en même temps, il se passe quelque chose. Donc ça se fait. Ça se fait. Donc tout d'un coup, je ne suis plus celui qui va faire que le miracle va arriver. Je suis juste là comme un intermédiaire, modeste, quoi. Donc je deviens plus modeste. Et au fond, c'est ça l'idée, c'est que plus j'en avance dans la pratique, plus j'en deviens très modeste. Enfin moi perso, c'est vrai. Non, mais voilà, au début. Donc aujourd'hui, il y a des trucs que je fais qui sûrement sont très bien, mais enfin, voilà, je suis quand même très modeste sur ma pratique. Donc l'ostéopathie involontaire, si on peut, ça se résume pas, mais on pourrait résumer ça à une sorte de mise en condition dans la pièce, là où tu traites, via ta présence, via tout un tas de paramètres, via ton ouverture, les barrières que tu as fait lâcher. Tu arrives à faire ressortir ce qu'ils appellent la santé, les ostéos qui font la biodynamique. C'est une sorte de catalysation. En gros, tu deviens une sorte de catalyseur de santé, enfin de mouvement. On va contacter une force de vie en quelque sorte. Ouais, c'est quelque super chose, dur à expliquer. Une énergie vitale qui va faire qu'on va aller vers une résolution du problème. On va essayer de faire que cette énergie vitale s'exprime. On pourrait dire on va essayer de contacter la vie, mais la lumière, pour la laisser s'exprimer.
Et là, c'est très intéressant parce que tout d'un coup, on peut basculer vers répéto. C'est-à-dire que là, on contacte la vie, on contacte le positif, on contacte la lumière. Et j'aime bien répéto qui dit « Ouais, c'est bien, on peut mettre du parfum dans la pièce, mais s'il y a un rat crevé, au bout du compte, ça va continuer à puer dans la pièce. À un moment donné, il va falloir quand même enlever le rat crevé. » Et c'est vrai qu'il n'y a pas que de la lumière, il y a de l'ombre aussi. Et donc, parfois, il y a cette rencontre avec l'ombre, et il va falloir s'occuper de l'ombre aussi. Ouais, super intéressant. Et ce répéto, il est toujours en vie? Ah oui, je pense que je me demande même s'il n'a pas mon âge, ou un peu plus, il doit être un petit peu plus âgé que moi, mais pas tellement. Ouais, c'est intéressant d'aller le rencontrer. Ah, je te conseille. Ah oui, bien sûr. Oui. Alors lui, il est hors de ça. Enfin, je veux dire, c'est un plutonien. Et ce que je vais dire, c'est qu'on a fait trouver ça complètement débile. Mais moi, j'ai beaucoup d'amour pour lui, quoi, tu vois. Je dis, mais lui, il m'étrangle là. Ouais, il m'a tellement appris beaucoup. Ouais, super. Ok. Et ce que tu racontes, ça me fait penser à une patiente que j'ai vue récemment qui est médecin urgentiste, puis en plus elle écoute les podcasts. Donc elle se reconnaîtra. Et il y a eu un choc émotionnel chez elle, et tu parles beaucoup de ces chocs émotionnels qui vont venir cristalliser. Donc elle, en l'occurrence, c'était une sorte, on va appeler ça un whiplash émotionnel qu'elle a vu. C'était flagrant. Et je parlais beaucoup de ces chocs avec un invité que j'ai eu qui s'appelle François Levin, qui fait de la biodynamie, mais de la psychologie biodynamique en fait. Et il m'explique qu'en fait, on parle souvent de choc, mais moi, il m'a beaucoup aidé parce qu'il me dit, mais souvent, en fait, c'est pas des chocs, c'est des états. C'est par exemple un père qui va être absent pendant quelques années de la vie. Il n'y a aucun traumatisme, mais par contre, le choc, c'est vraiment quelque chose une atmosphère latente qui va cristalliser. Est-ce que tu peux nous parler de ça aussi? Et de la différence avec un choc ou des similitudes avec un choc émotionnel, ces sortes de déséquilibre émotionnel qui durent. On pourrait dire que dans notre vie, il y a des événements clés, parfois marquants, parfois qui se répètent d'ailleurs, dans la même tessiture, dans la même nature. Parfois, certaines personnes revivent des événements de la même nature, des traumas de la même nature. Alors ça, c'est sûr qu'à chaque fois, on engramme un petit peu plus profond la problématique. Et puis, effectivement, il y a aussi le cours de la vie, on pourrait dire, sur cette ligne du temps, il y a le cours de la vie qui est plus ou moins infléchi. Donc, il peut y avoir des lignes brisées, les chocs, les traumas, physiques, émotionnels, mentaux, etc. Il peut y avoir des traumas mentaux. Parfois, on peut être confronté à une situation, on a l'impression qu'on va devenir fou, parce que c'est ingérable. On n'arrive pas à gérer. C'est même pas émotionnel, c'est que mentalement, c'est pas envisageable. On peut pas comprendre ça. C'est pas possible. C'est pas humain, quoi. Donc il peut y avoir des traumas comme ça, donc qui brisent ou qui, d'un coup, une cassure dans la ligne de vie, qui l'oriente dans une autre direction. Et puis, effectivement, il peut y avoir un infléchissement de cette courbure, parce qu'on est en relation tout le temps, on est en interaction. On est un océan d'informations, nous, conscients et inconscients, un océan d'informations en interaction avec le monde. Et là, on interagit, nos deux océans d'informations interagissent là. On interagit avec le patient, etc. Et donc, effectivement, il y a des phénomènes d'attraction ou de répulsion qui font que, hop, là, le parcours d'une vie s'infléchit comme ça, progressivement. Et effectivement, le sentiment, par exemple, d'absence, le sentiment de non-reconnaissance, d'injustice, etc., ça peut venir comme ça peut s'immiscer sans qu'il y ait forcément de choc brutal, quoi. Tout à fait. Cool, merci pour cette précision. Pendant qu'on y est, ça me fait penser à une problématique qui m'intéresse en ce moment. J'aimerais avoir ton avis sur le sujet, pas ton avis, mais ta lecture de ce problème qui est le burn-out, qui touche beaucoup de gens. À Paris, peut-être encore plus qu'à Lyon, je ne sais pas. Comment t'expliquerais ce qu'est un burn-out à un gamin de 10 ans? Moi, je dirais que c'est un élastique qu'on a tiré. On ne s'est pas vraiment forcément aperçu qu'on tirait sur l'élastique.
On n'a pas forcément eu conscience parce qu'on était tellement dans le jeu de tirer sur l'élastique qu'au fond, on était pris dans le truc, quoi. On tirait sur l'élastique, on s'en apercevait même pas, et puis tout d'un coup, paf, l'élastique pète, et là, c'est fini, là. L'élastique est cassé, et on ne peut plus avancer parce que c'est l'élastique qui nous faisait avancer. Et y a-t-il des choses à faire pour se rendre compte que l'élastique est en train de se mettre sérieusement en tension? Je pense, oui, je pense que le rappel de soi est fondamental. C'est-à-dire? Et le rappel de soi, c'est le fait de revenir à soi, de revenir au senti déjà. Donc à la dimension physique. Alors c'est pas mal, par exemple, pratiquer un petit peu de Qigong tous les jours, quoi. Par exemple, mais pour d'autres, ce sera aller taper dans un sac de sable en faisant de la boxe. Ou pour d'autres, ce sera d'aller courir aussi. C'est pas, faut pas forcer. Il faut que ce soit adapté à la personne aussi. Mais à un moment donné, consacrer un temps pour soi, rien que pour soi. Ouais, et ce temps-là qui peut faire office de référentiel. C'est-à-dire que quand tu vas courir, tu te rends bien compte qu'en fait, tu n'as plus de forme, tu n'es plus bien, puis tu as une douleur là, une douleur là, une douleur là. Tout à fait. En fait, tout ce qu'on appelle le surentraînement. Oui, c'est ça, parce qu'il ne faut pas tomber, effectivement, dans la surenchère. C'est-à-dire que non seulement je tire l'élastique dans le travail, mais je tire l'élastique aussi dans le sport, etc. Je tire l'élastique. Donc, ce qui est classique, d'ailleurs. Oui, donc effectivement. La méditation, bien sûr, c'est un temps où on se pose. Accepter de se poser, c'est pas évident. Je me le dis à moi-même qui fait tellement de choses, et les gens autour de moi me disent que je devrais me poser. Peut-être que je suis le premier qui va faire un burn-out, tu vois. Peut-être que je suis... Voilà. Mais c'est vrai que c'est impressionnant. C'est vrai que c'est impressionnant de voir comment, tout d'un coup, paf, il n'y a plus rien. C'est assez incroyable. Peut-être qu'on aura une explication autre dans quelques années. Peut-être qu'on verra qu'il y a quelque chose d'autre qui se joue. Mais aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'avant, on n'en voyait pas trop des tableaux comme ça, quoi. Est-ce que tu pourrais avoir une lecture type médecine chinoise? T'en parles beaucoup dans le livre. Je sais pas. Est-ce que tu associerais ça à un vide de l'énergie du rein, etc. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce genre de choses? Je pense que là, si tu rencontres Bruno Repetto, il te répondra abondamment. Non, là, sur ce sujet-là, je ne serais pas... Non, on ira demander à M. Repetto. Pour moi, s'il veut. Pour moi, moi j'ai l'impression que c'est dans la tête que ça se passe. Moi j'ai l'impression que c'est au niveau du 5e ou du 6e chakra. C'est là qu'il y a un truc il y a un bug à un moment donné. Qui bien sûr se répercute sur tout le système hormonal, etc. Mais pour moi, c'est plus, je le situerais plus dans l'espace du mental. Alors oui, bien sûr, il y a une difficulté de se connecter à cette énergie des reins et à la terre aussi, au premier chakra. C'est pour ça que aller marcher, enlacer des arbres, marcher pieds nus dans la terre, ça peut être bien. Hein. Voilà. C'est pour ça que le Qigong aussi est bien, parce que ça fait beaucoup travailler l'enracinement. Mais pour moi, ce qui se passe, ça vient c'est là-haut que ça pète. Pour moi, l'élastique, il pète. C'est le système neuro-endocrinien qui. Ok, non, mais on gardera ces pistes et puis j'ai interrogé d'autres gens, puis on fera un mix de tout ça. On réfléchira. Écoute, tu me diras ce qu'il en est. Et ouais, je t'enverrai, avec plaisir. Question pragmatique, on va dire type cas clinique. Je suis venu te voir en consultation il y a un mois, je reviens. Je m'en souviens pas, merde. Et là, je te dis, Alain, je comprends pas, j'étais épuisé. Pendant 3 jours, j'étais épuisé après la consulte. Qu'est-ce que tu m'as fait? Comment t'expliques ce phénomène au patient, toi? Je lui dis que c'est normal parce que tout d'un coup, on invite le corps à fonctionner différemment. Il va recevoir des informations, il faut qu'il traite les informations. Si les informations sont faciles à traiter,
pas de fatigue, il n'y aura pas de courbature sur le plan physique, ça va se faire sans trop de problèmes. Si par contre, dans le programme, il y a des trucs compliqués à intégrer, ben, ça fatigue, oui. Après manger, on a besoin de faire une sieste, quoi. Hein, pour digérer, quoi. Et ben voilà, c'est pareil. C'est ce que je dis. Je dis après un gros repas, on va pas enchaîner avec un autre repas, sauf si c'est Noël, on se force, mais normalement on va marcher, on va digérer. Donc du coup, ça rejoint la réponse à la question, mais pourquoi est-ce que je dois pas faire de sport pendant 24 heures? Parce que tu as des ostéos qui disent non, il n'y a pas de problème, ça bouge, tu vas faire du sport. Mais moi, je dirais que si tu veux, pourquoi pas aller faire du sport? Mais le problème, c'est ça dépend à quoi on touche. Et le problème, c'est que quand tu fais du sport, ton corps, il a pris des habitudes. Il travaille d'une certaine façon. Il est programmé, certains gestes, il va les faire comme ci et pas comme ça. Et on voit combien c'est important. Le geste effectué, la qualité du geste, et comment même des sportifs de très haut niveau, à un certain moment, on les invite à changer leur gestuelle. Et c'est très compliqué de changer sa gestuelle. Et souvent, c'est à la fois la posture et la confrontation de la posture avec la gestuelle qui entraîne, surtout chez les sportifs de haut niveau, chez les musiciens, etc., qui entraînent des problèmes. Si on veut changer ça, donc tout ça, ça a des répercussions sur le corps. L'ostéopathe, il va travailler sur le corps, il va essayer de libérer, de donner des zones d'ouverture, etc. Il faut déjà que le corps il réalise que, mais tiens, ça peut fonctionner différemment. Si tout de suite je repars faire mon activité et que tout de suite je me relance dans la même gestuelle et la même façon de faire, ben le corps vite il va retomber dans ses attitudes et tout va se reverrouiller. Au moins que déjà dans une vie normale déjà de base, il puisse intégrer que tiens, c'est un peu différent. Et puis après je vais reprendre le sport un peu coolos au début. Et puis petit à petit, hop, je reprendrai mon sport. Voilà. Ouais, ça me parle. Moi, j'explique souvent, je prends l'image c'est marrant parce que je parle en termes d'image. C'est vrai que c'est difficile à expliquer autrement qu'avec des images et des métaphores. Mais j'explique que c'est comme quand on met à jour un logiciel sur un ordinateur, ou quand il y a une mise à jour qui se fait, on lance pas d'autres programmes en même temps, quoi. Le sport étant une grosse source, demandant au corps un traitement d'information important. Tout à fait. Qui serait l'équivalent d'un programme qu'on lance alors qu'on est en train d'en charger un autre. Quoi. Et du coup, l'autre programme ne peut pas être chargé parce qu'il y a autre chose à faire et que ce programme, quand même, ce nouveau programme, il est considéré un peu comme accessoire, comme secondaire si je retombe dans mon activité dans laquelle je fonctionne et je tourne à plein régime. C'est-à-dire que le patient, il a l'idée, certains patients ont dans l'idée qui viennent et qu'ils vont chez le mécanicien, quoi. Donc on change la durite et puis après on repart. Mais remarquez même, je n'y connais rien en mécanique, mais remarque même quand il y a certains trucs en mécanique, on dit mais tout de suite vous pouvez pas rouler, vous devez rouler pendant un temps pas très vite, freiner doucement parce que les plaquettes, je sais pas quoi, parce qu'il faut du temps pour. Donc c'est aussi vrai en mécanique. Hein. Oui, ou après une chirurgie mécanique, il y a un temps d'adaptation qui doit se faire correctement. Le temps de la cicatrisation. Ouais. Mais ouais, il y a des ostéos il faudrait que je discute avec eux, j'irai les interroger, qui disent qu'il n'y a pas de contre-indication, on peut faire du sport après une grosse séance, pas de problème. Ça me parle pas, quoi, moi, ce genre de vision. Peu importe. Après, tu sais, moi, j'ai soigné au début, je soignais beaucoup de danseurs, parfois ils venaient me voir et ils dansaient le soir. Ouais, mais moi aussi, je m'occupe d'une équipe, de plusieurs équipes pro, puis des fois je fais des petits trucs avant les matchs, ou alors le matin, alors qu'il y a un gros match le soir. J'essaye de faire les choses, pas aller trop loin, de rester dans des choses simples. Mais c'est une question quotidienne pour moi. Deuxième cas clinique, justement. On va prendre un basketteur, un autre. Basketteur pro, jeune, costaud, qui se bloque tout le temps le dos. Donc avec la vision mécanique unique des staffs, unique ou presque, on lui dit il doit avoir un déséquilibre musculaire, machin truc, donc on va sûrement trouver un déséquilibre musculaire en faisant des tests de ce type-là. Mais moi je pense qu'il y a quelque chose d'autre. Et dans ce quelque chose d'autre, qu'est-ce qui pourrait faire qu'un jeune qui va bien, qui est costaud, se bloque le dos régulièrement? Je sais qu'il y a plein de choses, mais qu'est-ce qui deviendrait comme ça? Alors tu me renvoies, si tu veux, c'est plus trop la clientèle que j'ai aujourd'hui. Donc ça me renvoie à des temps anciens. Je dirais que le problème souvent, je ne vais pas répondre vraiment à ta question, mais tu me recadreras si tu veux. Le problème souvent, c'est que ces gens-là, en fait, sont dans leur truc, quoi.
Et donc, ils ne sont pas prêts à voir autre chose. Donc, en fait, moi, si tu veux, dans ma pratique, je m'adapte. Si tu veux, quand je n'ai pas de protocole, je ne décide pas à l'avance d'interpeller tel ou tel niveau de conscience, tel ou tel corps, physique, émotionnel, mental, énergétique. Je pose les mains et puis on voit ce qui émerge. Et c'est vrai que dans pareil cas, souvent, on reste dans le domaine de la physique, du physique et de l'éthérique, c'est-à-dire l'énergétique du physique. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a sûrement aussi des fragilités. Parfois, il y a un élément héréditaire. Souvent, parfois, il y a des familles où effectivement on retrouve une certaine laxité, etc. Voilà, donc si tu veux, ça c'est une réponse un peu basique. Après, est-ce qu'il y a d'autres choses ? Sûrement, peut-être. En termes de symbolisme, est-ce que ça te parle ? Un dos qui se bloque sans raison ? Régulièrement ? Sans raison. Ces mecs qui sont vachement musclés quand même, et qui ont une grosse charge physique, de travail physique, et il y a quand même des raisons de faire qu'à certains moments... oui, mais dans une équipe, admettons, ils sont 12, ils font tous la même chose, il y en a un qui se bloque tout le temps le dos. Il n'y a pas que la charge qui fait pareil que tout le monde. Écoute, j'ai pas de... Non, c'est pas grave. Non, alors, j'ai pas de réponse, mais après, je peux chercher la réponse. Oui, si tu l'avais sous la main. Voilà, ouais, bien sûr. Et si je l'ai sous la main, je vais chercher et je vais voir ce qui vient à moi. Mais j'ai pas de toute façon, alors c'est ce qui est intéressant, si tu veux, dans ta question, enfin, par rapport à ce que je suis, si tu veux, ta question a été intéressante, je ne remets pas en cause ta question, mais c'est que c'est l'occasion pour moi de dire que je n'ai pas d'interprétation systématique. Pour moi, la cheville, ça ne veut pas dire ceci, le poumon, ça veut dire cela, etc. etc. Non, j'ai quelques connaissances, mais après, ce qui m'importe le plus, c'est ce qui va émerger de la consultation. On peut rencontrer, par exemple, dans le taoïsme, on dit que la colère est dans le foie, mais on peut très bien rencontrer de la colère dans un rein. On peut très bien rencontrer de la tristesse dans un foie. Voilà, donc ce qui compte le plus pour moi, c'est ce qui va émerger dans la singularité de la rencontre. Et au bout du compte, donc si tu veux, je me suis éloigné, et peut-être à tort, de tout cet apprentissage un peu, tu vois, scolaire, ceci correspond à cela, etc., etc. Même Barral, quand il disait, alors vous regardez, l'omoplate se projette en regard de telle côte, etc., etc. Je me disais, mais attends, mais si le mec, il est syphotique complètement et tout, mais c'est pas vrai. Et puis si le mec, au contraire, il a, avec telle ou telle posture, ça change. Et donc je me disais, bon, d'accord, ça donne une idée, quoi, mais enfin, c'est pas aussi simple, c'est pas aussi catégorique, c'est pas aussi systématique. Non, mais j'attendais peut-être des pistes de réflexion. J'ai un patient. Mais toi, tu penses à quoi pour ce basketteur, par exemple, puisque toi, tu as cette expérience-là. Pour moi, je pense que c'est pas physique, qu'il y a un problème qui relève pas de l'ostéo. Ça sert à rien de le corriger toutes les semaines parce qu'il y a pas grand-chose à corriger d'un point de vue physique. Mais je pense qu'il y a des choses à creuser que, comme tu disais, qu'il n'est pas prêt à creuser. Il y a beaucoup de sportifs, pas tous, on va pas catégoriser, mais qui sont pas prêts à aller plus loin qu'une prise en charge physique. Et je les comprends. Et voilà, je crois qu'il y a une chose qu'on ne peut pas accéder chez lui, mais qui pourtant l'aiderait beaucoup. Voilà. Mais je ne sais pas ce que c'est que cette chose. Et j'en parlais avec un patient qui est très très intéressant, qui est un gars qui va diagnostiquer puis essayer de solutionner, d'aider les entreprises à régler leur pathologie, entre guillemets, avec une vision très systémique, etc. Puis on parlait du dos, et je lui dis, mais pour vous, par exemple, c'est quoi le mal de dos ? Il me dit, pour moi, le dos, ça représente le projet. Et quand il y a une différence trop importante, un désalignement entre les motivations qui sont en lien avec des choses inconscientes et la volonté, qui est de l'ordre de la conscience, qui est quelque chose en lien avec la conscience, qui a un désalignement entre les motivations et la volonté profonde, ou les motivations profondes et la volonté peut-être plus superficielle, ça crée des problèmes de dos. Il me disait ça. Et je trouvais ça intéressant. C'est très intéressant, et moi, ça me parle beaucoup. C'est-à-dire que dans mon approche des patients, si tu veux, je vais essayer de recevoir des informations du corps physique, du corps émotionnel, du corps mental, et on voit on voit s'ils marchent ensemble ou s'ils marchent dans des directions différentes. Et ça, par contre, ça arrive, effectivement.
Et, par exemple, si on considère les 3 foyers taoïstes, le foyer inférieur qui est en rapport avec la matière, la terre, la sexualité, la reproduction de l'espèce, le foyer moyen qui est plus dans les émotions, et le foyer supérieur qui est plus dans la pensée. Eh bien voilà, je rencontre Étienne aujourd'hui, et on se rencontre, et en fait peut-être que mon foyer inférieur, par exemple, il est attiré vers le foyer inférieur d'Étienne. Peut-être que physiquement, hop, il y a une attirance qui se fait. Mais peut-être que émotionnellement, mon foyer moyen, il recule peut-être. Peut-être que tout compte fait, Étienne, quelque part, sur le plan des émotions, ça ne me va pas trop. Et puis, peut-être que mon foyer sup, ma pensée, en fait, elle est figée, elle est bloquée là. Et je ne peux pas aller vers lui, je ne peux pas reculer, je suis un peu dans l'immobilité de l'âne qui veut ni avancer ni reculer, etc. Et c'est intéressant de voir qu'il y a une dynamique différente. C'est-à-dire qu'une part de moi, elle a envie d'avancer, une part, elle a envie de reculer, l'autre, elle est bloquée. Parfois, tout a envie d'avancer ensemble, parfois, ce n'est pas le cas. Et parfois, on se retrouve avec des contradictions énormes. Donc, effectivement, chez ce basketteur-là, et c'est pour ça que je dis que il faudrait l'avoir sous la main, c'est intéressant de tester ces 3 foyers et de voir, est-ce qu'il y en a un qui est très projeté vers l'avant, un qui part vers l'arrière, etc., etc., etc. Et alors, oui, on peut tirer les ficelles, là. Parce que après, on entre on a des indices, et on propose des pistes, on voit comment est-ce que ça résonne chez la personne, et là, hop, on sort, et on déroule quelque chose qui va peut-être renvoyer à... Ouais. Mais là, pour faire ces tests-là, il faut que tu mettes tes mains un peu à distance du patient. Pas oui, forcément. alors, ça c'est... Parce que t'es foutu si tu fais ça dans un vestiaire. Alors, oui, on peut les faire à distance, mais après, on peut les faire aussi. On peut les faire aussi les mêmes posés. Ça, c'est pas trop... Ok, merci pour ces pistes. Et d'ailleurs, je vais te citer page 261 dans le livre. Tu dis, reconnaissons-le, la plupart des patients n'ont aucune envie de changer. Ils viennent pour guérir, ne plus souffrir, mais pas pour changer. Et ma question est, quel est le rôle du changement dans la guérison et quelles sont les limites potentielles liées au non-changement dans un chemin vers la guérison? Je ne sais pas si je suis clair. En quoi ce besoin de changer peut être vertueux pour aller vers la guérison? Alors, aujourd'hui, dans ma patientèle, je vois beaucoup de gens qui sont dans des problématiques chroniques, souvent très émotionnelles, très psychiques, avec les méandres d'un inconscient qui s'exprime par à-coups sans que la conscience puisse trop voir ce que ça raconte, cette histoire. Et donc, ils sont dans une grande souffrance. Et quand ça fait des années, la seule solution, c'est de changer. Il faut changer le programme à un moment donné. Donc, il faut changer. Alors, parfois, le changement peut se faire de façon quasi miraculeuse. Hein. Ça arrive qu'il y ait une consultation et que, paf, ça débloque tout. Hop, on va tomber sur... La ligne a été brisée à un moment donné. On revient dans le temps au moment de cette brisure. On arrive à non pas changer l'histoire, mais faire bouger le senti, le ressenti et la représentation autour de cet événement. Et tout d'un coup, cette ligne, hop, se réaligne. Et là, quelque chose change. Et d'ailleurs, le patient, quand il part, il dit « ouais, je me sens plus léger », etc. Il emploie même les mêmes mots que ce qu'il dit pour un soin physique, quoi. Souvent, les patients, quand on les soigne physiquement, ils disent « ah ouais, je me sens détendu, je me sens plus léger, etc. » Voilà, mais c'est pareil. Voilà. Donc, on peut arriver effectivement parfois comme ça en un soin, ou éventuellement 2 ou 3, enfin bon, c'est pas... Parce qu'après, on fignole, à changer comme ça la ligne de vie, on pourrait dire. Mais parfois, c'est un long travail. C'est un long travail. Et donc, et dans ce travail,
le patient a sa part, et le thérapeute lui donne des pistes, et le patient a sa part. Et je pense que l'un des éléments les plus importants du changement, c'est la réjouissance. La réjouissance, ça permet de... Ça donne un taux vibratoire particulier aux cellules et ça ouvre des portes, je pense. Donc quelque part dans le corps, pouvoir connecter cette réjouissance-là, ce bien-être quand on respire une huile, par exemple, et cette huile respirée qui tout d'un coup ouvre quelque chose, ouvre un monde, hop, l'envoyer dans la partie du corps qui est en souffrance. Et peut-être, à partir de là, hop, se connecter à une scène et changer la scène qui nous a fait souffrir. Et donc, hop, tout d'un coup, il y a un espace qui se crée. Il y a plus de place. Et ça fait du bien. Et c'est bon. Et ce qui est bon, ça réjouit quand même. Mmh. Tu connais la PNL ? Oui, j'en ai entendu parler. Mais... Parce que ça se rapproche quand même beaucoup de ce que tu décris là, quand tu changes la scène, et de ce que tu décris dans le livre à la fin. Ça ressemble beaucoup à des techniques de PNL. Mais bon, comme beaucoup de choses se ressemblent dans le soin. Oui, bien sûr. Et tu dis à un moment donné que lever un nœud émotionnel sans proposer un travail au patient est en quelque sorte voler sa guérison au patient. Tu te rappelles ? Oui. Est-ce que tu pourrais parler de ça, de l'espèce de besoin que la guérison vienne de l'intérieur, que vienne du patient et soit pas lié à un apport extérieur? C'est-à-dire, bon, là, c'est peut-être un peu radical ce que j'ai dit aujourd'hui, je le dirais peut-être avec plus de nuances. Bruno Repetto, il est très radical. Moi, je suis plus dans dans l'oscillation. Je vois. Donc là c'est peut-être un propos qui est un petit peu radical, mais d'une façon générale, on travaille avec le patient. On ne travaille pas à son insu. Ça, c'est très important. Je pense que c'est très, très important. Et là, par contre, je suis aussi radical que Bruno. Et voilà, on ne travaille pas à l'insu du patient. On travaille avec son accord. Et c'est important aussi de l'informer de ce qui est fait. Et de l'informer du fait que ce qui est fait va pouvoir éventuellement changer son comportement et changer sa vie. Parce que quand on change le comportement, on peut changer sa vie. Parce que, en fait, ce qui émane de moi va attirer ce qui va m'arriver. Donc, si je change ce qui émane de moi, il va m'arriver des choses différentes. Je suis un océan d'informations qui interagit avec d'autres océans d'informations. Et si mes informations elles vont tout le temps dans une direction, je vais me connecter avec des informations qui vont plutôt dans cette direction-là. Mais si à un moment donné, je change un petit peu le programme et que je balance d'autres infos, ah ben tiens, ma vie va peut-être changer. Je vais peut-être avoir de nouveaux amis, mais je vais peut-être aussi me séparer d'autres amis, ou parfois il y a des ruptures dans les couples, etc. Parce qu'il y a un cheminement qui se fait, qui fait que c'est plus possible. C'est plus possible. Donc, il y a cette dimension-là dans le soin. Quand on va chercher dans la profondeur. Ça me va, comme réponse. Ça me oui, parle bien. Je pense que... Oui, tu trouves que tu as bien répondu. Oui, c'est-à-dire que c'est développer tout un aspect dont on n'a peut-être pas parlé, dont tu veux peut-être parler plus tard, mais c'est tout cet aspect qui fait qu'en fait on est au croisement de cette direction. Le centre, ce que nous sommes, notre être. L'arrière et l'avant. Symboliquement, l'arrière, on pourrait dire que c'est le passé, c'est ce qui est derrière nous. C'est le transgénérationnel aussi. Et donc, on est dans ce bain d'informations de l'histoire passée, de notre histoire, de l'histoire même de notre peuple aussi, parce qu'on est, voilà, mais aussi éminemment de l'histoire de nos lignées, de la lignée parentale, masculine et féminine. Donc, la lignée des femmes et la lignée des hommes. Donc, derrière, il y a tout ça. Tout ça, ça nous fait, ça nous construit.
Devant, il y a le futur, il y a les générations futures. Donc il y a cette dimension entre le passé et le futur. Et où est-ce que je me situe, moi? Est-ce que je me projette? Est-ce que j'avance en regardant derrière? Est-ce que je veux à tout prix aller devant et je ne veux pas vous considérer ce qu'il y a derrière, etc. Ou est-ce que j'arrive à être dans le présent? Me situer dans le présent, au centre. Mais il y a aussi le bas et le haut, la terre et le ciel, la matière et l'esprit. Et où est-ce que je me situe entre la matière et l'esprit? Est-ce que je suis très dans la matière et que l'esprit ne m'intéresse pas du tout? Est-ce que je suis très dans l'esprit et que je ne veux pas être dans la matière parce que la matière, ça me fait chier, en fait, la matière. En fait, je voudrais être désincarné. En fait, je voudrais être un être de lumière. On rencontre des gens comme ça et qui souffrent à cause de ça. Parce qu'au fond, ils ne se sentent pas bien sur Terre parce qu'ils n'aimeraient pas être sur Terre. La vie sur Terre ne les intéresse pas parce que c'est la confrontation à la matière. Oui, mais si on est sur Terre, on est confronté à la matière. Donc, accepter de se situer, de choisir un espace entre ces deux extrêmes. Et puis pareil, la gauche et la droite. Sur un plan symbolique, la gauche le yin, la droite le yang. L'ombre et la lumière, le féminin en moi et le masculin en moi. Ce que j'exprime à l'extérieur et ce que je vis à l'intérieur. Et trouver cet équilibre-là. Donc je suis en fait au centre de tout ça. Donc là, il y a un max d'informations dont j'ai conscience et dont j'ai pas conscience. J'ai peut-être pas conscience que sur la lignée paternelle, il s'est passé un événement il y a 4 ou 5 générations et qu'en fait, ça a imprégné les générations suivantes d'un goût particulier. Et que ce que je vis aujourd'hui, c'est directement en lien avec cette histoire-là qui est loin derrière moi. Voilà, donc j'ai peut-être pas conscience de tout ça, mais c'est là. C'est pour ça que je parle d'un océan d'informations. Et à un moment donné, ça peut être très intéressant parce que c'est pour ça que Repetto dit bienheureuse maladie. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans ma vie, je peux être confronté à quelque chose qui va faire que merde, je ne peux pas continuer à fonctionner pareil. Si je continue à fonctionner pareil, je vais droit dans le mur. Donc, il faut que j'arrête de fonctionner comme ça et que je considère d'autres paramètres. Alors, est-ce que je me situe bien au centre de ces 6 directions? Est-ce que je suis bien à la 7e direction? Voilà. Est-ce que je suis bien au centre ou non? Et là, c'est le début d'un travail. Voilà. Non, c'est intéressant. Juste une petite précision, parce qu'il y en a qui prennent des notes. Il y a beaucoup d'étudiants ostéo, je sais pas quoi, d'étudiants, entre guillemets, ou de gens avec l'esprit étudiant qui prennent des notes pendant les podcasts. Ils m'envoient des messages pour me dire le côté yang, c'est le côté gauche, on est d'accord? Le côté yin, le côté droit. Alors, c'est très intéressant. Alors, je dirais que je te donne mon référentiel. Comme ça, j'ai une réponse. Voilà. Alors, si je suis face au soleil, je m'imagine assis en train de méditer face au soleil. Devant, j'ai le sud. Derrière, j'ai le nord. D'accord? À ma gauche, il est midi. À ma gauche, j'ai le soleil levant. Le soleil qui se lève à l'est. Le soleil levant, c'est très yang, le soleil. À ma gauche. Le soleil est yang. Mais ça vient éclairer le yin à l'intérieur de moi. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, la gauche, c'est le yin. Et à l'extérieur, c'est le yang. Et à l'ouest, le soleil se couche. Le soleil se couche, donc on va rentrer dans la nuit. La nuit est très yin. C'est l'ombre. C'est les besoins, c'est l'inconscient qui s'exprime la nuit. Donc à l'extérieur, c'est la nuit. Et à ma droite, en fait, c'est le yang. Voilà. Ouais, je vois ton référentiel. C'est-à-dire que si tu as un patient qui te parle du côté gauche, etc., tu vas le mettre en connexion avec du yin. Alors qu'un acupuncteur le mettrait peut-être en connexion avec du yang. Un problème yang. Enfin, la relierait avec quelque chose de yang. Oui, pour moi. Mais après, comme je t'ai dit, voilà, c'est des pistes. Mais après, j'en fais pas des tartines avec ça. Parce que on verra, quoi. On verra. Bien sûr. On verra ce qui sort, on verra. Tu sais, c'est très marrant parce que l'autre jour, j'ai eu une patiente et en fait, je sens qu'il y a un truc transgénérationnel. Et en fait, mentalement,
je me dis c'est avec son père. Mais c'est très mental. Là, tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi. Tu vois, mentalement, je dis, hein, et donc je suis attiré sur son rein gauche et je travaille sur son rein gauche. Tagadac, tagadac, et je remonte de génération en génération. Je fais un travail. À la fin, je me rassieds et je note ce que j'ai fait. Puis je me suis dit, mais tu t'es trompé parce que le rein gauche, c'est la génération, pour moi, c'est le féminin, c'est la lignée des femmes. Je me suis dit, merde, je me suis trompé. Bon, je me suis dit, écoute, on verra bien. Mais j'avais décidé que le problème était avec le père, en fait. Et puis la consultation après, en fait, on reparle et tout, elle s'exprime et tout. Puis en fait, je me dis, mais en fait, c'est la lignée des femmes qui... En fait, ce que je ressens, là, c'est vraiment que le problème, il vient de la lignée des femmes. Et je regarde et je me dis, ah mais oui, mais la dernière fois, en fait, sans le savoir, c'est là que j'ai travaillé. C'est-à-dire qu'en fait, je ne me suis pas trompé. Non. Mon mental, il m'avait raconté une connerie et j'étais parti bille en tête parce que j'étais peut-être pas assez à l'écoute, assez aligné, etc. Et que voilà. Mais quelque part, je suis allé là où il fallait. Mes mains, elles m'ont amené où il fallait. Et c'était bien le côté gauche. C'était bien la lignée des femmes. Voilà. Ok, merci pour ces précisions. On va finir en parlant d'ostéopathie. Ça fait combien de temps? Ça fait déjà 1h27 qu'on parle. Ça commence à être un long podcast. Tu cites Steele dans ton livre plusieurs reprises, je crois, et dans ton article que tu m'as envoyé. Et je découvre en l'homme un univers miniature. Je trouve la matière, le mouvement et l'esprit. Ça, c'est Steele qui raconte ça. Est-ce que tu peux nous expliquer? Je suis étudiant ostéo, ça fait 10 ans que je suis diplômé. Est-ce que tu peux m'expliquer ça? Ah oui, j'aime bien, avec plaisir. C'est une question qui me fait plaisir parce que je trouve que c'est une question qui est, c'est très vaste. Alors, je rencontre un univers. Ça veut dire que déjà, je ne peux pas tout connaître de l'univers. Ça veut dire qu'il y a des mystères. Il y a des terra incognita. Il y a des... et puis il y a des choses que je connais dans l'univers, quoi. Voilà. Donc ça veut dire que je vais rencontrer un monde et que ce monde me dépasse. C'est-à-dire que le patient que je rencontre, il me dépasse, mais moi-même, en fait, je suis un univers en miniature. Donc quand je dis qu'il me dépasse, moi aussi, je me dépasse. C'est-à-dire que moi aussi, il y a des terres inconnues en moi. Voilà. Donc ça, pour moi, ça renvoie aux 7 directions dont je t'ai parlé et au centre. Voilà, il y a vraiment une immensité, quoi. Une immensité chez l'autre, une immensité chez moi. Et ça, c'est quand même merveilleux, parce que c'est aussi le mystère. Et c'est Einstein, je crois, qui parlait du mystère et qui disait qu'au fond, c'était un moteur fabuleux, le mystère, en fait. Voilà. Donc je rencontre un univers en miniature. Alors j'y trouve la matière. Ben ouais, quand je pose mes mains, je trouve la matière. Ben ouais, je sens des muscles, je sens la peau, je sens les os, je sens les viscères. Ah ben tiens, la prostate, c'est comme ça, je sens la prostate au bout des doigts. Et puis je m'aperçois que putain, elle bouge la prostate. C'est incroyable parce que j'aurais pas cru que la prostate bougeait. Mais si, elle bouge. Et puis là, à travers le grill costal, je sens la densité d'un foie. À travers le grill costal, je sens un poumon. Ah, c'est incroyable. Voilà, donc je rencontre la matière. Oh, top. Alors, je rencontre l'esprit. Ça, c'est plus difficile à expliquer, mais je rencontre l'esprit. Ben oui, je rencontre l'esprit. C'est très marrant parce que les mains posées sur la tête, ben, je sais, mais ça, c'est avec le temps, ça va venir. Faut pas s'énerver, mais ça va venir. Je sais, par exemple, si le patient... je sais pas, parce que je sais... Non, mais je sens si le patient, il est dans ses préoccupations. Il se dit, putain, alors après la consultation, là, il faut à tout prix que je sois à l'heure, il faut que je prenne le métro, il faut pas que je loupe le truc, et puis alors la réunion de boulot, il va falloir que je fasse ceci, ça. Donc je sens l'esprit qui travaille. Ou je sens si la personne est là, wow, nada, rien du tout. Ah, je suis là pour moi, cool. J'apprécie, je déguste cet instant présent. Je sens ça. Donc, je vais sentir l'agitation de l'esprit. Ou pas. Donc, je sens la matière, je sens l'esprit,
mais je sens la matière, le mouvement et l'esprit. Alors le mouvement, c'est quoi? Mais le mouvement, c'est le mouvement dans la matière, parce que la matière, elle est en mouvement, je bouge. Et ce que je veux, c'est pouvoir bouger, parce que la vie, c'est le mouvement. Et aussi cette immobilité au centre du mouvement. On n'a pas parlé du fulcrum, qui est fondamental. Donc, voilà, donc je sens la matière en mouvement. Mais en fait, comme je te l'ai dit, la pensée aussi, elle est en mouvement. Parce que la pensée, elle peut faire, hop, elle peut arriver à faire le vide, toc, et à ouvrir un espace de vide. Si l'espace est vide, la pensée peut se remplir d'autre chose. Si c'est plein, ça ne peut pas se remplir. Et puis la pensée, elle peut être agitée, puis elle peut avoir différents pôles d'attraction, etc. Donc il y a du mouvement dans la pensée. Et si la pensée se fixe, c'est aussi problématique que si le corps se fixe. Si mon genou ne peut plus bouger, ça me pose de putains de problèmes. Mais si ma pensée se fixe sur un événement particulier et que je vois la vie qu'à travers cet événement-là, ça va me poser de putains de problèmes. Donc, je rencontre le mouvement dans le corps physique, je rencontre le mouvement dans la pensée. Mais je rencontre le mouvement entre le corps physique et la pensée, il y a un mouvement. Ça, c'est quand même très, très intéressant. C'est-à-dire que si j'ai une pensée particulière, je vais sentir que mon corps, waouh, il va avoir une réaction. Soit une réaction de détente, il va se relâcher, plus d'espace, soit au contraire se figer, se densifier. Donc, il y a une interaction entre la pensée et le corps physique. Et le corps physique, c'est pareil. C'est-à-dire que si j'ai une sensation de bien-être et que je m'y connecte, toc, ça va rejaillir aussi sur mes pensées. Donc il y a cette interaction, ce mouvement entre le corps physique et la pensée. Mais qu'est-ce qu'il y a entre la matière et l'esprit? Alors chez Steele, on pourrait dire qu'il y a l'âme, il y a un troisième truc, c'est l'âme, on pourrait dire. Mais bon, mais là, on va être entre le ciel et la terre. En fait, il y a moi et il y a les émotions, en fait. Donc, ce mouvement, c'est aussi les émotions qui sont extrêmement labiles, rapides. Ça va encore plus vite qu'une pensée, l'émotion. Pof, ça court-circuite, en fait, la pensée. Après, la pensée peut construire autour d'une émotion. Une peur, après, peut être construite. Je peux avoir peur que le ciel me tombe sur la tête. Là, ça devient une pensée, en fait. Là, on passe de l'émotion à la construction mentale, à la représentation. Mais si tout d'un coup, je sens un truc qui me tombe sur la tête et que j'ai peur, là, c'est pas une construction. Je vais sentir une poutre qui me tombe sur le crâne et je vais avoir peur de mourir. Ah, ça, c'est pas... voilà, ça c'est pas une pensée. C'est une émotion et ça va très vite. Donc, effectivement, je rencontre la matière, je rencontre l'esprit, la pensée et les émotions. Je rencontre tout ça. Et bien sûr, j'essaie d'harmoniser tout ça, d'aligner tout ça, c'était un mot très très juste. Donc ça fait très très référence aux trois foyers taoïstes, aux trois dantiens en fait. Et voilà. Et donc, oui, je trouve que cette phrase est magnifique. Cette phrase est magnifique. Oui, en plus, un univers en miniature aussi. Ça fait penser à l'infiniment petit aussi. Et à l'espace, parce qu'on est même la matière, dans la matière, bon, il y a beaucoup d'eau dans notre corps, mais il y a surtout de l'espace. On est surtout de l'espace. Et ça aussi, c'est incroyable. Donc, ça contribue au mystère, quoi. Voilà. Donc, c'est une très belle phrase. Merci beaucoup. C'est top de finir sur cette phrase. On va s'arrêter. Ben oui, c'est fini. C'est dommage, c'était sympa. Continuer, ouais. C'est une prochain passage à Paris, je t'appelle. Bah, merci beaucoup. Je conseillerais le livre, de toute façon, L'énergie, l'émotion, la pensée au bout des doigts sur Instagram, pour ceux qui ont écouté jusque-là et qui sont intéressés. Et puis ouais, Alain, on se retrouve bientôt. À plus. Allez, ciao. Ciao. Merci. Bravo, tu as écouté cet épisode de Et surtout la santé jusqu'au bout. Donc pour booster ce projet qui a pour but de te donner les meilleures infos possibles sur le thème de la santé, je t'invite à aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur l'application podcast de l'iPhone de ton voisin. Comme je te l'explique régulièrement, c'est ça qui m'aide à faire monter le podcast au classement et donc ça me crédibilise pour ensuite inviter d'autres experts et ensuite te partager leurs conseils. Donc merci encore.
Tu peux également suivre les aventures du projet sur Instagram à Étienne Bulidon. Et évidemment, si l'ostéopathie peut t'aider, tu peux venir me consulter au cabinet du 120 rue Montesquieu à Lyon. Si je ne suis pas disponible, c'est Julien ou quelqu'un de l'équipe qui te prendra en charge. À bientôt et bonne fin de journée. Ciao.